Alors bonjour, donc comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui je vais vous parler de la modélisation 2D de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de ma présentation. Je vais d'abord introduire le sujet en vous parlant, en vous exposant quelques enjeux liés au conflit d'usage, quelques enjeux et conflits d'usage dans le Saint-Laurent. Ensuite, je vais vous présenter une campagne de mesures qui a été réalisée à l'été 2009 dans l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Suivi de deux modèles qui ont été développés, un modèle hydrodynamique puis un modèle d'advection-diffusion, qui ont été développés dans le but de venir décrire l'estuaire fluvial puis de combler un manque de connaissances à ce niveau-là aussi. Un petit clin d'œil historique avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement pour mentionner que le fleuve, c'est un lieu commun aux multiples usages qui ont évolué dans le temps. Donc, il fut un temps où on patinait sur le fleuve et où la drave, c'était la principale façon de transporter le bois jusqu'au moulin assis qui était situé au bord de l'eau. De nos jours, on voit plutôt des brises-glaces se promener en hiver sur le fleuve, puis des bateaux assez impressionnants qui transportent des tonnes de marchandises de l'Atlantique jusqu'à la tête des Grands Lacs. Donc, avec le temps, les usages et les aménagements ont évolué. On s'est tranquillement approprié les rives du fleuve. On est venu construire plusieurs ouvrages. Si on pense au boulevard Champlain à Québec, qui a été construit directement dans le fleuve. Un autre exemple ici du quai de Bécancour qui coupe la section du fleuve de moitié. Donc, ça a eu un gros impact sur la dynamique du fleuve. Aussi, on peut penser au dragage, aux importants travaux de dragage qui ont été faits en lien avec la navigation commerciale. On contrôle également les niveaux d'eau et les débits, encore une fois pour la navigation, mais aussi pour la production hydroélectrique, puis pour la gestion des inondations, notamment. Donc, si on met des chiffres là-dessus, le système Saint-Laurent-Grand Lac, c'est 45 millions de personnes qui vivent à l'intérieur de son bassin. C'est 25% des réserves mondiales d'eau douce. C'est une voie navigable de 3700 km par où transitent à peu près 20 000 navires par année. Ce qui représente à peu près 40% du tonnage traité au Canada. L'estuaire, en fait, je reviens d'un cran, on peut s'imaginer en fait tous les enjeux qui peuvent être liés, les enjeux sociaux, économiques, environnementaux qui peuvent être liés à ces activités-là, également aux modifications qu'on a pu faire sur le système. Donc, de nombreux enjeux qui vont venir affecter, premièrement, l'hydrodynamique, mais aussi la qualité de l'eau, la qualité des habitats aquatiques, la faune, la flore, etc. Donc, l'estuaire fluvial n'est pas à l'abri de tout ça. En fait, c'est une partie du fleuve qui est particulièrement importante et vulnérable aussi à ces changements-là. C'est un endroit qui abrite plusieurs espèces endémiques, qui a une grande diversité d'habitats aquatiques. Donc, il y a plusieurs enjeux qui le concernent particulièrement. Pour vous situer géographiquement, l'estuaire fluvial s'étend sur environ 180 km de long de la sortie du lac Saint-Pierre jusqu'à la pointe est de l'île d'Orléans. C'est un estuaire d'eau douce qui est néanmoins soumis à une marée semi-diurne, donc on a 2 marées par jour, avec des amplitudes assez importantes. On parle de variations du niveau d'eau qui dépassent les 6 mètres là, dans le coin de l'île d'Orléans. Tout ça, ça va générer d'importantes inversions de courant dans le fleuve qui vont se sentir au-delà même de Batiscan, un peu plus haut qu'ici. Ça va également générer des débits de pointe à chaque jour qui sont très importants, qui sont 5 fois supérieurs au débit moyen journalier à Québec. Donc, on parle à environ de 60 000 mètres cubes secondes qui va débiter du fleuve en marée descendante. Donc, c'est considérable. Donc, les écoulements, on s'imagine, sont très complexes en raison de cette marée-là, mais aussi en raison d'une topographie qui est assez complexe, elle aussi. On parle de zones très profondes et étroites qui sont bordées d'estrans qui sont larges et peu profonds. La marée, quant à elle, est aussi complexe en elle-même. On voit ici le signal de marée qui entre dans le golfe du Saint-Laurent, qui subit un effet d'amplification dans l'estuaire, dû aux effets géométriques, un genre d'effet d'entonnoir, si on veut, qui va venir amplifier la marée. Ensuite, rendu dans l'estuaire fluvial, cette marée-là va subir une déformation importante, puis va s'atténuer tranquillement dû aux effets de la friction et du débit du fleuve, pour finalement venir mourir dans le lac Saint-Pierre. Donc, en partie dû à cette complexité-là, les connaissances dans l'estuaire fluvial sont très limitées. Il y a très peu de données mesurées, de données de vitesse et de débit qui sont mesurées dans le fleuve. En termes de niveau d'eau, on a des stations marégraphiques, une dizaine à peu près réparties sur l'estuaire fluvial qui nous permettent d'avoir quand même une assez bonne connaissance sur les niveaux d'eau. Par contre, c'est des données qui sont très locales, qu'on obtient à partir des marégraphes.
Même chose au niveau des modèles numériques existants. Ces modèles-là sont généralement ont une résolution spatiale qui est insuffisante pour décrire toute la complexité des écoulements qu'on retrouve dans l'estuaire fluvial, notamment autour des constructions de génie comme les piles de pont, par exemple. Donc, si on veut arriver éventuellement à évaluer l'impact des modifications anthropiques et climatiques sur le fleuve, il faut avoir, premièrement, être en mesure de décrire l'hydrodynamique actuelle de l'estuaire fluvial et antérieur. Donc, c'est vraiment crucial d'avoir une bonne description du présent pour pouvoir assurer un suivi fiable et durable de l'écosystème dans le présent. Puis ensuite, on peut faire des projections dans le futur sur l'impact de certaines modifications. Donc, ça, pour ce faire, on a besoin d'une bonne connaissance de l'hydrodynamique qui est basée à la fois sur des données récentes et détaillées, et puis sur des modèles précis et à haute résolution qui eux-mêmes sont validés aussi à partir des données. Je fais un bref aparté ici qui simplement pour mentionner en fait que ces travaux-là ne sont pas sortis de nulle part. C'est issu d'une collaboration de recherche entre l'INRS puis Environnement Canada qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, qui vise à modéliser le fleuve Saint-Laurent. Donc, on a en ce moment un modèle qui est opérationnel dans le fleuve entre Montréal et Trois-Rivières, qui fournit des données en temps réel sur les niveaux et les vitesses sur cette portion du fleuve-là. Donc, l'idée, c'est de venir prolonger ce modèle-là en aval jusqu'à Québec, puis en amont jusqu'à Cornwall. Donc, dans le but de décrire un peu mieux l'estuaire fluvial puis de combler le manque de données, on est allé faire une campagne de terrain à l'été 2009, sur tout l'estuaire fluvial, où on est allé chercher des données de niveau d'eau et de vitesse. Donc, on avait déjà en place des différents marégraphes, une 13aine de marégraphes sur tout le secteur. Nous, on est venu ajouter des sondes de pression, 15 sondes de pression supplémentaires pour venir densifier le réseau de stations de niveau d'eau. Ensuite de ça, on a choisi 12 sections du fleuve, le long de lesquelles on est venu par bateau mesurer les vitesses et les niveaux d'eau. Les niveaux d'eau ont été mesurés à l'aide d'un GPS RTK, puis les vitesses à l'aide d'un ADCP. Donc, sur chacune de ces sections-là, on est venu prendre des mesures sur un cycle de marée complet. Donc, on a fait des allers-retours pendant à peu près une douzaine d'heures à chacune de ces sections-là. Donc, voici ce que ça donne. Ici, ce qu'on voit, c'est les niveaux mesurés à Grondines. Donc, c'est un graphique où on montre l'évolution dans le temps et dans l'espace des données. Donc, les points noirs ici représentent les données. Ici, on a l'axe des X, si on peut dire, qui représente la distance entre la rive nord et la rive sud, le long de laquelle le bateau faisait des allers-retours. Ici, on a un axe du temps. Donc, à mesure que le bateau traverse d'une rive à l'autre, il avance également dans le temps. Donc, on a des données qui sont réparties dans le temps et dans l'espace pour former un genre de W comme ça. Donc, ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu passer des fonctions d'interpolation à travers ces données-là pour arriver à reconstruire de façon continue, autant dans l'espace que dans le temps, les champs de vitesse et de niveau d'eau. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir une description sur toute la section des variations latérales des niveaux d'eau dans ce cas-ci, puis de pouvoir suivre ces variations-là dans le temps. Donc, même chose ici pour les vitesses, on arrive à déterminer toute la dynamique d'inversion de courant sur toute la section en fonction du temps. Et puis également les échanges qui se font entre les estrans, les zones peu profondes, puis le chenal principal. Donc, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle bidimensionnel qui est basé sur un modèle numérique de terrain. Ce qui est vraiment important de mentionner ici, c'est que le facteur explicatif numéro 1 de l'hydrodynamique, c'est la topographie. Si on a une mauvaise description de la topographie, bien nécessairement, notre modèle va nous redonner une hydrodynamique qui sera pas bonne. Donc, dans un premier temps, on a décrit cette topographie-là à partir de à peu près 500 000 points de mesure bathymétriques du Service hydrographique du Canada, issus de sondages à multifaisceaux. Donc, la particularité de ces données-là, c'est que la densité va être variable en fonction de l'année d'acquisition des données sur différents secteurs. Une autre particularité, c'est que, bon, il y a des larges sections dans les zones peu profondes qui ne sont pas couvertes par les données, donc simplement parce que le bateau ne se rendait pas en eau peu profonde. On arrive quand même à aller rechercher plusieurs caractéristiques de l'estuaire fluvial à partir de ces données-là, notamment des zones très profondes en face de Québec, puis sous les ponts de Québec. On parle ici d'à peu près 60 mètres d'eau. On a des hauts fonds à plusieurs endroits également, comme par exemple à Gentilly ici, puis des larges estrans tout le long du système, notamment en face de Chambault, au niveau des rapides Richelieu, où l'écoulement est très chenalisé, où on a des vitesses d'écoulement qui vont excéder les 4 mètres secondes par moment. Donc,
Maintenant, pour venir combler le manque de données au niveau des estrans, on a eu la chance d'avoir une subvention du MDDEFP pour faire une campagne LIDAR. Donc, on est venu, on est allé chercher des données topographiques au niveau des estrans à marée basse sur tout le système de Trois-Rivières jusqu'à Montmagny. Ce que ça donne, c'est à peu près 2 milliards de points bruts. Une fois épuré, on a 420 millions de points. Donc, c'est 1000 fois plus de points que ce qu'on a au niveau de la bathymétrie. Juste pour vous parler un peu de la complexité que ça représente de planifier puis de réaliser une telle campagne, ce qu'il faut savoir, c'est que la marée basse, en fait, on a pris nos mesures à marée basse partout. Par contre, la marée basse se propage de l'aval vers l'amont à peu près à une vitesse de 25 km/h, alors que l'avion, elle, va à peu près 10 fois plus vite. Donc, en partant, c'est un défi. Ensuite de ça, à certains endroits, surtout à l'aval, la marée, en début de marée montante, la marée peut augmenter d'1 mètre à l'intérieur d'une demi-heure, 45 minutes. Donc, si on est un peu décalé par rapport à la marée basse, mais ce qui arrive, c'est qu'on vient mesurer des zones qui sont de large superficie des estrans qui sont inondées, alors qu'à marée basse, ils seraient découverts. Donc, on vient perdre de l'information à ce niveau-là. Donc, ce qui ajoute à la complexité de cette campagne-là. Pour vous donner un exemple un peu de quoi ça a l'air, les données, ici, c'est une des tuiles que je présente au niveau de la baie de Beauport, c'est le signal d'intensité LIDAR. Donc, c'est simplement pour montrer tout le détail qu'on arrive à aller chercher au niveau des battures de Beauport. On a une résolution qui est inférieure au mètre, là, donc c'est vraiment impressionnant de voir le niveau de détail. En plus de la topographie, on vient inclure l'influence du vent, l'influence du frottement associé au substrat, aux plantes aquatiques, aux glaces, pour venir caractériser le système. Toute cette information-là va venir se projeter sur une grille de calcul qui est un maillage aux éléments finis dans ce cas-ci, avec une résolution moyenne de 50 mètres, puis des raffinements jusqu'à 1 mètre autour des structures de génie, comme ici, par exemple, autour des piles de pont de l'île d'Orléans. On est également venu inclure les principaux tributaires du système pour permettre à la marée de se propager à l'intérieur des tributaires de façon adéquate. Les simulations ont été réalisées à partir du logiciel H2D2, qui est la deuxième génération d'Hydrosim et Dispersim développée à l'INRS. Donc, ici, je vais vous présenter un scénario de simulation qui correspond à des forts débits puis des fortes marées de vives eaux. Donc, c'est un petit vidéo qui présente sur un cycle de marée l'évolution des vitesses de courant dans le Saint-Laurent, sur cette portion du Saint-Laurent, en fait. J'attire votre attention sur 2 points. En fait, on va voir une inversion de courant qui va se produire, qui va se propager de l'aval vers l'amont avec une étale qui est caractérisée par des vitesses nulles, donc par une couleur rose. Également, un deuxième point, on a un déplacement de la ligne qui sépare la zone mouillée de la zone exondée qui se déplace en fonction du stade de la marée. Donc là, on est en marée descendante avec des vitesses d'écoulement qui se font dans le sens vers l'aval. On arrive à marée basse, puis tranquillement, les vitesses sont réduites avec une étale qui se propage vers l'amont. Puis une inversion des courants complète sur tout le système, avec un déplacement. On est à marée haute ici, en fait. Les écoulements se redirigent vers l'aval, avec un déplacement ici de la ligne de berge. C'est un peu rapide. Si vous n'avez pas le temps de tout voir, c'est pas grave. J'ai une autre vidéo, en fait, pour vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu prendre ce modèle hydrodynamique-là. On est venu le coupler à un modèle d'advection-diffusion pour simuler le transport d'un contaminant conservatif. Donc, on a toujours le même scénario hydrodynamique. On est en fort débit, en forte marée. Puis, on vient injecter un contaminant en continu au niveau des diffuseurs de la station de traitement des eaux usées de la baie de Beauport. Les résultats sont pour l'instant qualitatifs parce que les diffusivités n'ont pas été étalonnées. Mais par contre, on voit vraiment, c'est très instructif, je trouve, on voit vraiment toute la dynamique, toute l'hydrodynamique sous-jacente au transport qu'on observe là, du contaminant. Donc, on est en début de marée descendante, en fin de marée descendante, pardon, où se fait l'injection à ce point-ci. On a un renversement de courant, donc on voit la POF, si je peux dire, de contamination qui remonte, passer les ponts jusqu'à peu près Cap-Rouge. Là où il y a une prise d'eau potable. Ensuite, on voit à nouveau en marée descendante les concentrations qui se redirigent vers l'aval, avec des différences latérales dans la distribution des concentrations qui sont en fonction des vitesses latérales.
Ensuite, on a un retour du contaminant, une inversion à nouveau, une petite portion qui retourne dans le bras nord de l'île d'Orléans. Mais la majorité des concentrations est vraiment dirigée dans le bras sud, là où les écoulements sont les plus forts. Donc, on voit vraiment toute la dynamique derrière qui permet ce transport-là, en fait. C'est assez impressionnant de voir comment tout ça fonctionne. Donc, pour conclure, en fait, je vous ai présenté différents modèles qui sont pas tous étalonnés ou au même niveau d'étalonnage. Par contre, on a confronté quand même notre modèle hydrodynamique avec les mesures qu'on a prises sur le Saint-Laurent, puis on arrive à des erreurs sur les niveaux d'eau qui sont inférieurs à 10 cm sur l'ensemble du domaine, ce qui est vraiment excellent. Donc, ça nous permet d'arriver à décrire l'estuaire fluvial d'une façon qui n'a jamais été décrite auparavant, avec un niveau de détail qui est sans précédent. Donc, ça devient très intéressant dans une optique de changement climatique. Donc, pour ceux qui trippent changement climatique, je vous ai fait une slide juste pour vous ici. Oh, pardon. En fait, il y a certains scénarios de changement climatique qui prévoient une diminution assez importante du niveau moyen du fleuve, une modification des apports en eau des tributaires, également une augmentation de la fréquence et de l'intensité des ondes de tempête extratropicales qui ont un impact sur les niveaux de marée, surtout à Québec. Donc, pour pouvoir caractériser l'impact de ces changements-là, on a besoin de données, on a besoin d'outils, puis la modélisation fait partie d'un de ces outils-là qui peut être utilisé. Donc, je vous laisse ici sur une photo qui montre un peu l'effet des ondes de tempête sur les niveaux d'eau à Québec quand ils sont combinés avec des fortes marées. On voit toute l'inondation de la basse ville ici, du Vieux-Port. Donc, c'est ça. Je vous remercie de votre attention.